Allô. Ok. Bon et bien bonjour à tous, bienvenue sur videobourse.fr pour cette émission Surperformance du mardi 9 juillet 2013, donc Surperformance qui est l'émission quotidienne sur videobourse.fr avec pour objectif surperformer le CAC 40. Alors on l'a fait pendant un petit moment et puis là on a un peu plus de mal ces derniers jours parce que le CAC 40 a bien monté, mais on est toujours performant puisque actuellement l'équité s'élève à 10 397,28 € avec un compte qu'on avait démarré le 24 juin avec 397 €. En dessous et au-dessus du cas de diffusion de l'émission, vous avez le suivi du compte. Et en dessous du cas de diffusion de l'émission, vous pouvez voir la comparaison entre nos performances et les performances du CAC. Donc on a pris le CAC un peu comme benchmark, un peu pour le côté marketing, puisque c'est vrai que c'est important quand on anime un site, etc. Voilà, d'avoir une comparaison. Bien sûr, l'indice de référence pour les Français, c'est le CAC 40. Voilà, donc c'est plus comme benchmark pour montrer un peu ce qu'on est capable de faire comme performance par rapport au marché français. Bon, c'est pas peut-être les plus cohérents, etc. Mais voilà, au moins ça permet d'avoir un rapprochement clair, franc. Voilà. Déjà, je vous montre OK au niveau du son et de l'image et on va commencer l'émission. Alors sur Boursorama, si je m'y rends, le CAC ce jour, il a pris 0,52%, donc une journée de hausse pas énorme, mais voilà. On retrace 61,8% maintenant du mouvement de baisse qu'on avait observé depuis les plus hauts de fin mai. Donc la baisse de 11% qu'on avait observé en juin. Elle est retracée à 61,8%, donc on voit que la dynamique de fond haussière pour le moment n'est pas remise en question, mais on peut considérer qu'elle ralentit. On verra ce qu'il en est par la suite. Pour ma part, je suis toujours vendeur, avec un tiers de ma position qui avait été fermée initialement, parce que j'avais 1 € le point, et il reste désormais 70 centimes d'euros le point, et je suis très proche d'un second point de sortie éventuel, puisqu'on code actuellement à 3843. Donc, ce qui ramène une perte en cours depuis le point d'ouverture qui était à 3719 de 87,50 €. Et mon prochain stop est à 3885. Donc on s'en approche. Ensuite ça doit continuer à mal se passer, on sortira entièrement. Et même je passerai sur un bio aussi si on casse les précédents plus hauts de fin mai. On est encore loin. Donc c'est dans ce contexte qu'on va voir ce que ça donne. Alors déjà je vais vous demander si c'est ok. Donc voilà, match confirmé, match que vous avez retrouvé cet après-midi de 14h à 15h. J'ai commencé à écouter un peu la rediffusion parce que j'y étais pas. Et donc comme chaque mardi, c'est passer à l'action. Donc voilà, pour ceux qui tradent le marché action, c'est une émission assez intéressante, de grosse qualité, qu'on va continuer sur une longue période. Voilà, c'est des périodes un peu calmes l'été, mais les marchés sont toujours donc il y a à faire. Mais ça va être intéressant de voir sur le long terme les résultats que l'on obtient avec le type de méthode et le type de recherche de, comme on dit, stock picking, de sélection d'actions que nous propose Madge. Vous pouvez retrouver également via le Twitter. Donc là, j'ai republié sur le YouTube, sur notre Twitter. Je vous invite d'ailleurs à nous suivre sur les réseaux sociaux, mais également sur le forum. Enfin, je n'ai pas encore mis sur le forum, mais donc l'émission de Match, on peut la retrouver en dessous dans les différées de l'émission. Je vais vous mettre le lien vers le Twitter de l'émission qui s'appelle Passer à l'action, l'émission de Madge. Vous pouvez retrouver toutes ces positions, mais également des tableaux avec les actions qui surveillent plutôt à l'achat, les actions qui surveillent plutôt à la baisse, les actions sur lesquelles il est neutre. Voilà. Merde. N'hésitez pas à suivre ça. Ok. Match, vous pouvez aussi retrouver d'ailleurs sur son site. Après, j'arrête de reparler du passé. On va s'attaquer à l'étude des marchés. Donc protradingdevelopment.com. Match qui fait également du développement de stratégie automatique. Voilà. Ok, alors ça on avait vu. Oui, tu as même d'autres stop loss plus importants, mais ton même intéressant n'avait pas. Sur cette stratégie, on a travaillé sur la recherche du pair les plus lissés et les périodes les plus efficaces des outils. H4 c'est pas mal en effet, son image ok, ouais, c'était Madge et Phil qui réagissaient, merci. Voldemort qui disait oui sans arrogance, je pense que ça vaut le coup de jeter un œil. LOL, Phil NFP qui se réveille, voire deux. Voldemort qui disait, et une fois que l'on a trouvé ce setup, on a taffé sur les différentes SL et les manières de les déplacer, toujours sur une multitude de BT
Tiens, je vais lancer le Mumble. Je vous rappelle que vous pouvez participer à l'émission par écrit via le chat de diffusion en bleu en dessous du chat de diffusion de l'émission sur videobourse.fr ou par audio si vous avez un micro via le Mumble, chat audio. Vous pouvez retrouver toutes les informations au-dessus du chat de diffusion de l'émission. Vous avez des liens où tout vous est expliqué pour nous rejoindre par audio. Voilà, donc, quelques personnes là connectées sur le Mumble. N'hésitez pas à nous rejoindre. Ok, j'ai fini mon speech. Alors, match qui disait de toute façon, c'est du suivi de tendance. Oui, pas de magie ni de nœud au cerveau. Bon, faut quand même pas mal de lecture de graphes et d'optimiser un bon sens de l'observation. Et d'autisme, qu'est-ce que tu voulais dire? Ma façon de faire, c'est la base de la base, c'est du très épuré, donc j'utilise qu'un indicateur. SP qui nous a rejoint, salut Fab, salut tout le monde, ça va SP. N'hésitez pas à préciser hein, vos prises de position et à donner vos avis au fur et à mesure de ce qui sera décrit et développé dans cette émission. Ok. Donc si tu veux, ta méthode sera en retard par rapport à moi, ça c'est un débat entre Match et Voldemort. SLT qui disait salut, quel est le nouveau concept de cette émission? Bien, le concept c'est super farmer le CAC 40, je crois que je viens de l'expliquer au départ. Donc on va prendre des positions sur n'importe quel produit avec un benchmark de référence qui est l'évolution du CAC 40 et on va comparer les performances que l'on obtient. Voilà. Ça demande, j'utilise les ventes de boulanger. Pourquoi trader à cette heure-ci? Non, c'est pas trader à cette heure-ci spécifiquement. Il ne s'agit pas de trading à court terme comme ça pouvait être le cas quand je tradais en réel dans le cas des émissions toute l'après-midi hein, qui commençait à 14 h et qui allait parfois jusqu'à 19 h, 20 h. Ça, je reprendrai quand j'aurai un compte réel. Là, étant donné que je suis en démo, puisque je viens d'acheter un appartement, j'ai plus d'argent réel à consacrer au trading, eh bien, je trade en démo, je consacre plus de temps à développer le site, même si ça ne se voit pas forcément en ce moment, on bosse beaucoup en interne et on va essayer de développer des choses vraiment intéressantes et faciliter l'administration du site, etc., qui est un gros boulot. Et donc, du coup, je fais plutôt du swing, là. Du coup, je peux proposer des émissions à n'importe quelle heure, et l'avantage de 18 h à 19 h, c'est que les marchés européens sont fermés. Donc on a toutes les informations de la journée et on peut prendre ses choix et prendre des décisions pour le jour prochain. Voilà, et réfléchir avec toutes les données marquées sur la journée. Voilà pour t'expliquer SLT. Salut Matt qui nous a rejoint. Matt qui disait après mon problème c'est que c'est pas automatisable concrètement à toi. Ok, merci, t'as acheté un appart en Espagne demandé SLT? Non, pas du tout. J'ai acheté un appart dans ma ville, hein, en France, à Bretigny-sur-Orge. Voilà. Alors, on va enchaîner avec l'étude du CAC. Donc le CAC 40, on avait donc bien sûr une dynamique, ici en H4 hein, je précise, on avait une dynamique de fond qui était haussière, comme on le voit sur ce graphique, donc notamment assez fortement, alors si on se met en graphe journalier, voilà donc on n'a pas beaucoup de recul mais on voit qu'on a une dynamique haussière sur plusieurs mois, avec des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts. Donc ça fait plus d'un an maintenant qu'on est dans une dynamique haussière, depuis début 2012 en vérité. On a accéléré cette dynamique à partir de juin dernier, 2012 pardon, donc il y a un an, avec, on voit un passage des plus bas en juin 2012 à 2880 points, à des plus hauts en mai 2013, donc à peine un an après, à 4045. Donc quand même une progression très forte, plus haut de plus en plus haut, plus haut de plus en plus haut, plus bas de plus en plus haut. Pour moi, au niveau du décompte de vagues d'Elliott, on a dans ce mouvement 1, 2, 3, 4 et 5. Donc théoriquement, on aurait marqué les 5 vagues d'Elliott, c'est comme ça que je lis mon graphe. Mais voilà, cependant, pour le moment, eh bien, on reste effectivement sur des plus hauts de plus en plus hauts, ça, il n'y a pas de problème, hein, on le voit bien sur le graphe. Avec quand même un bel excès qui a été rapidement corrigé à la fin. Et derrière, on a tout de même des plus bas de plus en plus haut. Donc pour le moment, on va voir si cette tentative de retour des acheteurs se concrétise par un nouveau plus haut. À ce moment, ça veut dire que le mouvement de hausse se poursuit sans aucun problème. En revanche, si on parvient pas et qu'on ralentit avant les précédents plus hauts qui ont été marqués sur le CAC 40, donc fin mai à 4049 points, on pourrait considérer qu'on commence à avoir un ralentissement. Moi, j'ai un biais plutôt baissier fondamentalement, et au niveau de l'étude de la psychologie des foules, en tout cas la tentative de compréhension de ces dernières, mais et bien sur le graphique, on a un mouvement de baisse qui était très franc, donc on a parlé des 11% qu'on avait perdu en juin ici sur le CAC 40, je me suis remis en... Ah non, je suis toujours en journalier, pardon. Je vais mettre en H4. Voilà. En H4, donc un bon mouvement de décrochage et de correction, on avait retracé 38,2% de la dernière dynamique haussière, donc qui date depuis plus d'un an sur le CAC. Derrière, on avait un retour des acheteurs. Quand les vendeurs tentaient de revenir, j'avais profité pour prendre position à la vente, dans le sens de l'impulsion court terme, et parce que mon pied
fondamentale et psychologique, comme je viens de le dire, était plutôt baissier. Pour le moment, ça s'est mal passé, puisqu'on voit que c'est un peu remonté, un peu redescendu, et que finalement, on a des acheteurs qui ont bien repris en main le marché, pour revenir au niveau quasiment des 61,8%. Entre temps, donc je ferme un tiers de la position, le deuxième tiers sera fermé si on casse les 2 points hauts, et donc la zone de résistance qui se trouve un peu au-dessus des 61,8%, qui s'est dessinée au-dessus des 3877 points, donc mon stop loss est à 3885. Mon objectif serait les 3006, après si on arrive fort, je laisserai courir. Voilà. Donc quoi dire? Bah, c'est que voilà, les acheteurs n'ont pas dit leur dernier mot et que pour le moment, ils ne laissent pas tant de terrain que ça aux vendeurs. Tout de même, bien qu'on arrive proche d'une zone importante, les 61,8% au niveau de l'étude des retranscriptions de Fibonacci est quand même une zone tout à fait importante. Et on sait que beaucoup de traders regardent ces retranscriptions de Fibo. Je pense que ce mouvement, beaucoup de gens le regardent et ont tracé les retranscriptions de Fibo par rapport à ça. Donc ça peut être une zone dans laquelle les vendeurs tentent de reprendre en main le marché. Effectivement, si on les casse, on cassera en même temps une zone de résistance. Donc en général, on dit que quand on casse 61,8%, eh bien, on corrige entièrement le mouvement qu'on avait marqué précédemment. Donc ça voudrait dire un retour vers les plus hauts de mai. On verra, voilà ce qu'il en est. Actuellement, on est dans une phase de reprise. On voit des plus bas de plus en plus haut, des plus hauts de plus en plus haut. Pour avoir une tentative de reprise en main du marché par les vendeurs et commencer à parler de cela, il faudra avoir une cassure de ce support oblique haussier tracé en marron sur mon graphique, qui indiquerait techniquement une faiblesse, puisqu'à ce moment-là, on sortirait du biais, du couloir qui a été tracé depuis la correction, qui a débuté maintenant le 24 juin dernier. Voilà, donc pas grand chose de plus à signaler. Pour le moment, notre position est contre ce mouvement très court terme, toujours dans le sens de la dynamique de fond, même si c'est plus si évident, mais tant qu'on est sous les 61,8, elle n'est pas entièrement remise en question. La pensée elle est remise en question, mais pas totalement invalidée, voilà ce que je voulais dire. Donc voilà, pour le moment plutôt en difficulté. Après, bien sûr, les marchés font ce qu'ils font. Il reste quelques obstacles à franchir, mais voilà, on n'est pas dans les meilleures dispositions. Alors, je dis vraiment ça sans gêne, il n'y a pas de problème, il faut bien garder à l'esprit, surtout quand on fait du swing ou qu'on est quand même dans du purement directionnel, que la perte fait partie intégrante du trading. Donc précédemment, on a eu un très beau profit sur l'or. Là, désormais, c'est moins facile sur le CAC. Ça ne veut pas dire que pour autant que le trade ça sera perdant. Hein, on peut avoir un beau retour et aller chercher rapidement les 3006. On a vu, ça peut jouer très vite. Et de toute façon, si ça se passe mal, bien je prendrai les pertes au fur et à mesure. Et la perte est toujours limitée à 2% maximum du capital. Donc, même si on prend tous les stop loss, on aura une perte qui sera tout à fait acceptable et on sera toujours en gain depuis l'ouverture du compte. Donc, voilà. Dans quel contexte on est sur le CAC 40. Donc là, tout de suite, si je devais prendre une décision, je ne vendrai pas le CAC 40. Je l'achèterai pas non plus, certainement pas. De toute façon, je ne pense pas jouer un biais haussier tant qu'on n'est pas au-dessus des précédents plus hauts de mai. Donc là, si on avait une belle bougie baissière, une belle impulsion, je pense que je prendrais position à la vente, toujours dans le même type que j'avais pris initialement, c'est-à-dire tenter de jouer la correction éventuelle des marchés. On est quand même dans un contexte qui est moins facile que ce que j'avais pris donc le 28 juin, au moment de l'ouverture de ma position, parce que à ce moment-là, on était toujours dans une dynamique clairement baissière, sous la résistance oblique baissière qui accompagnait ce mouvement de correction. Désormais, ça n'est plus le cas, on a quand même une remise en question. Donc là, c'est mitigé, il y a sûrement mieux à faire, donc si je vais prendre position tout de suite, je m'intéresserai plutôt à un autre produit, parce que là, il n'y a pas de clarté au niveau des signaux et de ce que nous donne le marché. Voilà, donc s'il y a des choses que vous voulez voir préciser, etc., n'hésitez pas. Alors, sur le chat écrit, il y a quelques réactions. On avait vu. Après, mon problème, c'est que c'est pas automatique, ça on avait vu. Salut qui disait, putain, t'as les moyens. Bah, pas tant que ça, tu dis ça par rapport à l'autre fois. Non, pas tant de moyens que ça, en fait. Salut, je pense que maintenant, par rapport à l'appart, là, en France, il y a quand même des comment on appelle ça, des aides de l'État qui ont été, mais c'est pas ça que je voulais dire, mais des lois, des programmes de l'État qui ont été mis en place pour aider les jeunes justement à devenir propriétaires, avec notamment le prêt à taux zéro pour les premiers acquérants, qui permettent quand même de bénéficier de très bonnes conditions d'emprunt pour acheter de l'immobilier. Donc voilà, on critique beaucoup en France, mais je pense qu'il y a quand même des choses qui sont bien faites si on prend le temps de rechercher. Et même au niveau des banques, on dit que les banques n'ont pas beaucoup de crédit. Or moi, mon activité principale c'est videobourse.fr, donc c'est une activité libérale. Je suis encore au statut d'auto-entrepreneur. On peut se dire, voilà, c'est compliqué pour trouver un crédit auprès d'une banque, etc. J'ai pu en trouver un
de manière tout à fait classique. Je passais par un courtier et il y avait plusieurs banques qui étaient prêtes à prêter. Donc voilà, au final, je suis devenu propriétaire assez facilement. Je suis vraiment content et c'est vraiment sans aucun gros moyen ou sans rien d'exceptionnel. Donc ouais, malgré tout, pour les jeunes, il y a encore des bonnes choses, je trouve, qui sont faites en France. En tout cas, ouais, ici, c'est pas une question de moyens, c'est vraiment par rapport à ces aides et ces programmes de l'État que j'ai pu acheter ça. Voilà. Alors ça, on avait vu. Salut tout le monde, ouais, salut Nico. Ça va? Est-ce que tu as pris des positions ce jour sur cette légère hausse du CAC 40? Nico qui est souvent dans le bon sens. Voldemort qui disait l'optimisation permet juste de voir quels sont les problèmes que tu vas rencontrer en manuel. Salut. SP qui disait salut Nico. C'est Seb, la forme. Fab, je suis acheteur sur AUDGPY à 91.15. Pardon, depuis hier soir en H4, disait Voldemort. On ira voir AUDGPY tout à l'heure, parce que je n'avais l'habitude de le regarder, on regardera ça, ok. Madge, pourquoi tout est automatisable? Voldemort. Non, là c'est vraiment impossible. Il faudrait refaire un cerveau humain. Oui, SP, ça va un pack, merci. Je veux voir qu'ils aient tu as un lien pour expliquer la méthode, absolument pas. Phil qui laissait un lien, alors ça on va regarder. Agence 27. C'était quoi ce que tu nous mettais, Phil? C'était un truc d'immobilier. Immobilier en Normandie, premier réseau indépendant de proximité dans notre région. Maison de village, région La Ferté-Fresnel, 29 000 €. Maison à rafraîchir, pièce... Voilà, ok. Comme quoi il y a des choses tout à fait abordables, à la campagne notamment. En tout cas là ce que tu nous montres c'est assez incroyable. 29 000 €, putain. En Normandie, une maison. Ça va être dans la campagne totale, mais bon. C'est quand même des investissements ça assez faibles. Bon, c'est vrai que c'est d'autres types d'investissements que le trading, où là c'est vraiment beaucoup plus virtuel. Mais ça, c'est quand même des investissements qui peuvent vite devenir très intéressants. Enfin bref. Après, il faut voir plus en détail. Hein, mais je parle de l'immobilier en général, pas par rapport à ce que tu as mis. Mais effectivement, pas cher du tout. Voldemort qui disait, tu gardes ça au chaud. Tu disais une maison pour le prix d'une BM, disait Phil. Nico qui disait, moi j'ai shorté le câble à 10h40. 1.4914 et j'ai touché mon TP à 16h30. Bravo à toi Nico. Qu'est-ce que tu avais comme signal précis par rapport au câble Nico? Ouais, je partage sans trop hésiter, mais la méthode principale je ne la partage pas. Jolie perte, ok. Alors, on va aller voir ce qui s'est passé ce jour. A priori rien de grandiose hein, sur les marchés, mais on va quand même aller décortiquer et voir les avis des uns et des autres, je parle des traders, dans les différentes salles de marché. Ah, grâce au site romandie.com là. Alors qu'est-ce qu'on a? Wall Street, ok. Donc le point A, l'ouverture de Wall Street. Donc Wall Street s'affichait en hausse à l'ouverture mardi, encouragé par les chiffres plutôt positifs du géant de l'aluminium Alcoa. Oui, effectivement, c'est la saison des résultats. De bon augure en ce début de saison des résultats trimestriels. Le Dow Jones gagnait 0,47% et le Nasdaq 0,28%. Lundi 1, la bourse de New York avait terminé déjà dans le vert lundi, faisant preuve d'un optimisme prudent en attendant la publication après la clôture des comptes d'Alcoa. Le Dow Jones s'est apprécié 0,59%, bon, bref. Le moral des investisseurs a été dopé par le coup d'envoi réussi de la saison des résultats du deuxième trimestre, ont avancé les analystes de Schaeffer Investment Research. Alcoa a pourtant creusé sa perte nette d'avril à juin, plombée par la baisse des prix de ce métal et les coûts des restructurations entreprises pour y faire face, mais a quand même dépassé les attentes du marché. Le groupe continue par ailleurs de tabler sur une croissance de 7% de la demande mondiale d'aluminium cette année. Les opérateurs devront maintenant attendre vendredi pour ausculter les résultats d'autres grandes sociétés, à savoir les banques JP Morgan Chase et Wells Fargo. Donc ça sera tout à fait important et intéressant de suivre ça.
Mais l'événement de la semaine reste pour les opérateurs de marché la publication mercredi des minutes de la dernière réunion du comité de politique monétaire de la Banque centrale américaine Fed. Donc ça sera demain à surveiller tout à fait attentivement. Mi-juin, les responsables de l'institution ont développé un éventuel ralentissement dans les mois à venir. Ont évoqué un éventuel ralentissement dans les mois à venir de ces mesures de soutien à l'économie. Celles-ci ont largement participé à l'embellie de Wall Street depuis le début de l'année et les investisseurs sont à l'affût du moindre signe permettant d'éclairer les intentions de la Fed à leur égard. Le marché obligataire évoluait en légère hausse, le rendement de bons du Trésor à 10 ans reculait à 2,63% contre 2,64% lundi soir et celui à 30 ans était inchangé à 3,64%. Voilà donc ce qu'on pouvait lire à l'ouverture de Wall Street. On va aller essayer d'aller chercher d'autres informations, mais je sais pas, il y a moins de bulletins flash. Ouais, la bourse suisse, mais ça va m'intéresser. Bon, pas plus d'informations que ça, dommage. Alors on va aller du côté des échos pour avoir plus d'infos sur ce qui s'est passé en Europe ce jour. Alors, investissement d'avenir, Hero annonce un nouveau plan de 12 milliards. La ligne ferroviaire à grande vitesse entre Bordeaux et Toulouse se fera d'ici à 2030. Le FMI abaisse sa prévision de croissance mondiale. Le non-cumul des mandats adopté à l'Assemblée. Edward Snowden a accepté la proposition d'asile du Venezuela. Ou pas. Alors ça c'était un peu de questions par rapport à ça, mais bon voilà, le Venezuela. Mont-Saint-Michel, la facture du tour ne passe pas. Ok, bon là c'est rare. Graph Search, le moteur de recherche de Facebook débarque en version anglaise. La télévision payante est en plein essor dans le monde. Ah oui, c'est marrant ça. Adopi, le gouvernement supprime la coupure internet. Bien d'équipement, franc bonhomme bascule chez les hedge funds. Ok, bon, les échos c'est quand même des informations très économiques, pas spécifiquement bourse. Alors si on va du côté de Boursorama pour terminer, on va aller lire un petit résumé de la séance de hausse de 0,52% à Paris. Ok. La bourse de Paris a terminé en hausse mardi, plus 0,52%. Une séance pauvre en rendez-vous économique dans un marché qui a consolidé ses gains après son net rebond de la veille. L'indice CAC 40 a pris 19,73 points à 3843,56 points dans un volume d'échange faible de 2,4 milliards d'euros. La veille, il avait progressé de 1,86%. On se maintient avec des volumes très faibles, souligne Xavier de Villepion, vendeur d'actions chez Global Equities. Dans une journée pauvre en indicateurs économiques aux États-Unis et dans la zone euro, les investisseurs ont été peu sensibles à l'abaissement des prévisions de croissance dans le monde par le Fonds monétaire international FMI. Le FMI a pointé le risque accru d'un tassement des grands pays émergents, Brésil, Russie, Chine, tout en réitérant ses craintes sur la crise persistante dans la zone euro. Le paradoxe, c'est que ce n'est pas un facteur négatif sur le marché, souligne Waldemar Brun-Teremin, directeur de la gestion chez Turgot Asset Management. Il rappelle qu'un mauvais chiffre est actuellement interprété par le marché comme un signe que les banques centrales ne ralentiront pas de sitôt leur politique monétaire ultra accommodante. Parmi les valeurs, EDF a bondi de 9,26% à 19,4 €, alors que le gouvernement va proposer d'augmenter les tarifs réglementés de l'électricité pour les particuliers de 5% le 1er août et de 5% supplémentaires le 1er août 2014, ce qui constitue la plus forte hausse de ces 10 dernières années. Par ailleurs, UBS a relevé sa recommandation sur le titre à neutre contre vendre auparavant. Les valeurs industrielles très sensibles à la conjoncture ont terminé en hausse à l'image d'ArcelorMittal, plus 2,59% à 9,04 €, Alstom, plus de 90% à 25 € et Saint-Gobain, plus 2,22% à 31,50 €. Technicolor a gagné 4,55% à 3,45 €, profitant d'un relèvement de recommandation par Goldman Sachs. LVMH a pris 2,06%, bon, on ne va pas toutes les citer. Les valeurs automobiles ont poursuivi leur hausse à l'image de Renault,
Et dans la moindre mesure, PSA Peugeot Citroën. PSA a vu ses ventes mondiales baisser de près de 10% au premier semestre, conséquence de l'arrêt de ses activités en Iran et de la mauvaise santé des marchés européens. Voilà ce qu'on pouvait lire par rapport à la bourse de Paris. Alors, dernier petit tour sur l'actualité, ensuite on va terminer. Investissement d'avenir, donc 12 milliards d'euros, ok. La bourse de Paris termine en hausse, on avait vu. NYC Euronext choisi pour restaurer la crédibilité du Libor. France Hero promet 12 milliards d'euros pour les investissements. On voit toujours la même chose ou quoi? Ok. Wall Street ouvre en hausse, encouragé par les résultats d'Alcoa. FMI, les pays émergents, nouveaux risques pour l'économie mondiale. La news, on avait vu, ok. Jean-Laurent Bonnafé, BNP Paribas, nommé à la tête de la FBF. Électricité hausse de 5% en août. Le déficit de l'État se creuse en mai. La TVA se redresse un peu. L'interview de Roland Fernet, Cabel Richelieu Gestion, le flux des pays émergents pourrait revenir sur les marchés américains. Électricité, hausse inéluctable pour Copé, inacceptable pour Marine Le Pen. Shell, le patron de Laval, Van Beurden, nouveau directeur général. Union européenne, ultime feu vert à l'entrée de la Lettonie dans la zone euro. Le chômage, première inquiétude en Europe, même en Allemagne. Taxe sur les voitures de l'Union européenne, saisit l'OMC contre la Russie. Déficit de l'État, 3 milliards d'euros supplémentaires sur un an à fin mai. La Grèce obtient une nouvelle tranche d'aide sous condition. L'assurance maladie recommande 2,48 milliards d'économies en 2014. Défaillance d'entreprises en forte hausse. Donc voilà. L'électricité hausse en 2 temps, 5% en août, voilà, ça on l'a vu. Chine, l'inflation accélère en juin. Voilà, donc le contexte dans lequel on est ce jour, qui n'est pas un contexte des plus positifs, mais comme il a été dit, c'est assez ambigu en ce moment, parce que des mauvaises nouvelles peuvent faire penser aux investisseurs que les banques centrales continueront leur politique monétaire, ce qui est pris comme positif et haussier pour les actifs à risque. Donc on est dans un contexte assez spécifique, où le fondamental, ils veulent le prendre avec du recul et plutôt s'intéresser à la psychologie des investisseurs qui peut varier d'un moment à un autre et essayer de le comprendre à court terme, puisque la psychologie peut vraiment passer d'un tout à un autre au fur et à mesure. Donc je pense qu'il faut essayer de pas trop se projeter. Voilà, c'est comme ça que je dis. Donc honnêtement, au niveau fondamental, je considère qu'on est trop haut sur le marché, qu'il y a une bonne partie des QE qui ont été pricés et de leurs effets qui ont déjà été pricés sur les actifs à risque, notamment les marchés actions, et que désormais on serait plus enclin à corriger ces derniers ou tout du moins à stagner. C'est pour ça que je privilégierais les prises de position à la vente sur l'actif à risque, sauf si techniquement on donne des signaux clairement contraires. Alors là, je considère qu'on continue à accélérer, peut-être pour redescendre plus tard de plus belle, mais à ce moment-là, je ne m'y opposerai pas. Actuellement, on n'est pas en pleine phase d'accélération haussière, même si on a un beau retour des acheteurs. Donc pour le moment, je guette plutôt des mouvements de baisse. J'avais pris une position sur ce dernier, là on n'est plus dans ce contexte-là. Voilà. Alors sur ce, je vais vous laisser quelques instants. On va scroller sur les écrans, on va se mettre à regarder un peu ce qui s'est passé ce jour, quels ont été les actifs intéressants et ce qui s'est passé. Je reviens dans 2 secondes. Ok. Alors, sur ce, qu'est-ce qui se dit sur le chat écrit? Alors, je partage tout, car je sais que même avec tout en main, les gens, dans la grande majorité, n'arrivent pas à appliquer un plan de trading à la lettre. Ensuite, je ne la partage pas. C'est pas faux, Voldemort. Même moi, des fois, je ne respecte pas ma stratégie, c'est dire, disait Salut. Je vois de tout sur le graphe, parfois même des éléphants roses. Nico qui disait j'avais un support important à 1.4914 et il y a eu la news match qui disait oui tout à fait Voldemort, cela dit ma méthode est trop complexe à expliquer par écrit, j'ai pas envie de prendre le temps. Cependant je réfléchissais à partager une méthode très efficace et plus simple, mais pareil c'est assez long à expliquer. Match regarde l'or avec les DEMA IRH en H4. Qu'est-ce que tu voulais dire par là c'est quoi les DEMA IRH Voldemort? Alors Voldemort disait oui je sais, mais le plus important c'est d'arriver à comprendre comment tu es arrivé à ce setup. C'est très simple, c'est ça le pire, mais l'expliquer par écrit c'est long, disait Madge. Voilà. Ok, parade 66.1.
C'est pas mal le short vers 1150, je sais. Et oui, c'est pas mal, mais je regarde sur l'historique, les passés à découvert, si tu rentres à chaque croisement. Mac qui disait, le suivi de tendance, c'est beau tout de même. Voilà ma position de la journée, disait Nico. On va aller regarder ça. Ok, donc on avait marché, spot fixe, ouverture à 1.4914, taille, ok, fermeture à 1.4815. Donc plus-value 108 euros, 8,05 €, 9,11 € et 4,10 €. Donc encore une très belle journée hein, pour toi Nico. Bah, écoute, bravo à toi pour ta rigueur et ta régularité dans tes performances. Plus de position là actuellement Nico, t'as fini ta journée de trading. Alors Voldemort qui disait, je trade pas l'or mais je pense que pour les stop loss, il faudrait faire un ratio entre le temps d'exposition et le nombre de points en gain. Oui, l'or est énorme, mais j'ai pas les reins assez solides. Oui, voilà, donc toi en fait, Voldemort, je comprends ce que tu veux dire, hein, par rapport au ratio entre le temps d'exposition et le nombre de points en gain. Qui trade l'or? On va le regarder, on avait bien tradé l'or là ces derniers temps, avec une belle position à la vente. Actuellement là je suis pas dessus, mais ça m'arrive de le trader, je le regarde. C'est vrai qu'on a eu des mouvements particuliers assez importants ces derniers temps sur l'or. Donc je pense que c'est quand même un des produits qui intéresse beaucoup ces derniers temps, avec des gros écarts. Donc ceux qui cherchent de la volatilité des tendances, il y avait quelque chose à faire de ce côté-là. Il faut ajuster la taille sur l'or, c'est pas trop cher en mini-lot. Pas moins que le CAC ZSP. Voldemort disait, les DEMA RLH, un indicateur simple avec 3 moyennes, une lente, une rapide et une autre pour la moyenne des deux, sauf erreur de ma part. Non, j'ai rien, là, rendez-vous demain, disait Nico. Ok, très bien Nico. Alors, on va enchaîner avec d'autres produits. 18h34, eh bien, on va enchaîner tout de suite avec l'or, dont on vient de parler. Donc l'or, la dynamique de fond, techniquement, est toujours très clairement baissière, ici en graphique journalier. On avait une zone de support que j'avais repérée à l'avance au niveau des 1228 $. On l'a dépassé, on a quasiment cherché une zone de support suivante qui était à 1161. On a rebondi un peu au-dessus. Là, on voit qu'on marque, si on zoome de nouveau, des plus bas de plus en plus haut, puisque avant-hier, on a eu une tentative de reprise en main du marché par les vendeurs, mais on est légèrement revenu. Donc là, on n'a pas de position à la vente parce que la dynamique de fond a été très forte à la baisse et semble se calmer, donc on n'est actuellement pas dans une grosse impulsion. Si on veut prendre position sur rebond, pourquoi pas, mais à ce moment-là, c'est trop tôt, puisque soit on attend carrément un retour vers la résistance oblique baissière, donc actuellement ce serait un retour vers les 1300, 1310, 1320 $, pour prendre position à la vente. Ça n'est pas le cas pour l'instant. 1310, 1320 $. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc à ce moment-là, si on a un ralentissement, on peut prendre position à la vente. Donc on sera vraiment dans le sens de l'impulsion et la tendance de fond sur phase de repli. Si on a des gros mouvements de baisse, là on peut reprendre position à la vente pour trader les impulsions. À ce moment-là, on ne rentre pas à meilleur compte, c'est-à-dire qu'on ne prend pas position à bon prix. Mais par contre, on a la force du mouvement qui est avec nous, donc la psychologie des foules qui va plutôt dans le sens d'une poursuite du mouvement. Au niveau d'une lecture plus long terme de l'or, ce sera un peu plus délicat puisque je trouve que c'est des prix assez intéressants, même si c'est dur de se faire un avis, un repère par rapport à l'or qui a énormément monté ces dernières années. Il me semble qu'on est quand même dans un contexte de marché et un contexte d'économie mondiale qui est plutôt propice à une hausse des valeurs refuges. L'or est quand même une valeur refuge, donc le prix actuel est plutôt intéressant. Alors si dans ce contexte long terme on cherche des points d'entrée à l'achat, les cours actuels, comme je disais hier, peuvent être intéressants. Un peu moins qu'hier parce qu'on a un peu monté ce jour, mais toujours intéressant. Tant qu'on est sous 1300, pour moi, c'est plutôt pas mal. Là, voilà, on voit que les vendeurs commencent à souffrir un peu, des plus bas de plus en plus haut. Donc oui, c'est quelque chose d'intéressant si on veut vraiment anticiper la phase de correction, qu'on a une grosse confiance dans ce scénario. Ou simplement qu'on peut se permettre de prendre plusieurs points d'entrée. Donc ça peut être un premier point d'entrée. Si ça continue à baisser, on en reprend un autre par exemple à 1100, un autre par exemple à 1000. On peut mettre en place des stratégies comme ça. À ce moment-là, le rebond peut, pourquoi pas, si on prend les retracements de Fibo de l'ensemble du mouvement de baisse qu'on observait depuis août 2012.
voilà, on peut avoir un retour vers les 1323 $ jusqu'à 1415 $ également, 38,2%, qui seraient des objectifs potentiellement intéressants et techniquement cohérents. Donc là, ce serait quand même des choses assez intéressantes, sachant qu'on pourrait se protéger soit en plusieurs fois, soit sous les précédents plus bas. Donc on a des points d'entrée qui pourraient être assez, des points de sortie en cas de perte qui pourraient être assez serrés, donc proposant et laissant des ratios gain-perte importants et bien supérieurs à 1, plutôt de l'ordre de 3 voire 4, chez les 38,2, peut-être même 5 pour 1. Donc voilà, l'or. Alors souvent ce que j'aime faire pour donner un avis final sur un produit, c'est dire, bah voilà, si on me donne 10 000 € et que je suis obligé de les placer soit à l'achat soit à la vente, honnêtement, là sur l'or, je serais plutôt acheteur. Mais bon, c'est pas évident. Non, franchement, je dis je serais plutôt acheteur, mais je sais pas du tout. Ça dépend de l'horizon de temps en fait. Ça dépend complètement de l'horizon de temps. Si tu me dis du long terme, je suis plutôt acheteur assez court. Si tu me dis sur un horizon de temps 6 mois, 1 an, je suis acheteur. Si tu me dis pour du swing, dans l'absolu, je suis plutôt vendeur. Parce que l'impulsion est toujours très forte, et on est toujours clairement dans une phase baissière avec des flux de plus en plus bas. On a eu des mouvements de baisse importants et très vifs. Les acheteurs pour le moment ont du mal à revenir. Donc s'opposer à une tendance de cette manière, c'est pas des plus cohérents. Voilà, donc en swing, donc sur quelques jours, je serai plutôt vendeur, mais à très long terme, ou à long terme en tout cas, plutôt acheteur au cours actuel. Voilà ce qu'on peut dire. Mais dans l'absolu, je serais neutre et j'irai chercher autre chose parce que on est toujours sur une impulsion très forte, mais on n'est pas assez haut pour considérer que c'est un rebond et on n'est pas en impulsion pour prendre position. Voilà mon avis sur l'or. Alors on va aller voir d'autres produits. L'eurodoll. Alors Eurodoll, on était dans un triangle. C'est assez intéressant ce qui se passe ici sur l'eurodoll, je trouve. Vous voyez, pour moi on était dans un triangle depuis le mois de novembre 2012 avec des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus bas. Là on a cassé la zone de support oblique haussière, donc le bas du triangle. Donc pour moi c'est un point d'entrée intéressant. Donc pour moi je serais vendeur techniquement, clairement sur l'eurodoll. Fondamentalement pas évident, j'ai pas d'avis précis parce que c'est très compliqué avec ce qui se passe. Certes, théoriquement le dollar aurait dû se dévaluer par rapport au quantitative easing, puisque imprimer de la monnaie est censé faire baisser la monnaie concernée. De plus, ce dollar est plutôt une valeur refuge. Cependant, bien les acheteurs ni les acheteurs ni les vendeurs ont clairement pris en main le marché. Donc fondamentalement, j'avoue que je suis un peu largué sur l'eurodoll. Je ne vais pas essayer de dire n'importe quoi. Là, ce que je vois ces derniers jours, c'est qu'on a commencé à parler de ralentissement de QE donc depuis début mi-juin, et ça a amené quand même des mouvements. Alors, dans un premier temps, fin mai, on a eu une belle hausse de l'euro. Puis quand on a commencé à parler, enfin, quand on a eu la baisse qui s'est accentuée sur le marché action, on a eu l'euro qui s'est, on a eu le dollar qui a été recherché de nouveau, donc un euro qui a assez fortement baissé. Donc on a un contexte qui s'est quand même décorrélé, et en tout cas qui a été intéressé et qui a été drivé par d'autres éléments que les marchés actions. Donc je vais pas dire n'importe quoi, j'ai du mal à lire fondamentalement ce qui se passe sur l'eurodoll. On pourra aller voir d'ailleurs une dépêche à ce sujet. Donc je donnerai un avis purement technique, mais qui peut être suffisant, hein. Certains pensent que les graphiques et les prix disent tout, ce qui est assez vrai. Voilà, quand on a appris à un moment donné, c'est qu'il prend en compte toutes les informations. Et bien là, je serais clairement vendeur. Donc dans le sens de l'impulsion, sur cassure d'une zone de support, c'est parfait. Non, vraiment très intéressant. Je dis que j'essaye de pas ouvrir plusieurs positions à la fois. Donc je vais respecter ça. Ou alors il faudrait que je coupe mon CAC, mais bon. Non, je vais pas faire n'importe quoi, non, c'est pas grave. Je vais juste voilà, donner mon avis comme ça hein, sur l'eurodoll. Je serais clairement vendeur. Je laisserai courir et je prendrai mon objectif. Donc pourquoi pas viser tout simplement la base du triangle, c'est-à-dire un retour vers les 1.2662. Voilà. Donc actuellement on est à 1.2786, donc ça ferait un peu plus de 100 points, ça ferait 120 points environ. Si je vois qu'on commence à tergiverser dans cette zone, on va la tracer et la représenter sur le graphique, qui est la base pour moi du triangle, je prendrai le bénéfice en fermant l'ensemble de ma position. Donc par exemple en prenant un mini lot, ça ferait 120 $, donc c'est très bien, ce serait intéressant, c'est un peu plus d'1% du capital. Soit ça se passe mal, à ce moment-là je cours plusieurs fois. Donc ce que je peux faire, c'est tout de suite couper un tiers si on repasse au-dessus des précédents plus hauts de la journée, qui était à 1.2898, ça veut dire que le mouvement baissier est affaibli. Donc tout de suite on peut fermer un tiers. Fermer un autre tiers en cas de cassure, bah après on prend les Fibo, par exemple les 50%. Là je ne vais pas le faire parce que c'est pas utile, mais si on commence à corriger, on pourrait sortir un autre tiers. Et puis un dernier tiers, par exemple en cas de cassure de 61,8%.
voire des précédents plus hauts qu'on avait marqués en juin, puisqu'à la fin, quand il ne reste plus qu'un tiers, on peut se permettre d'être plus large au niveau des stops, puisque les pertes représentent bien moins en termes de pourcentage. Donc voilà, un biais clairement baissier sur l'eurodoll. Pour moi, c'est quelque chose d'intéressant. Un objectif pas trop loin. On a tout ce qu'il faut pour nous, techniquement. Fondamentalement, j'ai dit c'est pas le top, mais c'est ni un point négatif, ni un point positif par rapport à la prise de position. Techniquement, j'adore ça. C'est vraiment une position qui m'intéresse. Je saurais comment la jouer, donc voilà, je pense avoir expliqué clairement mon point de vue. Déjà 18h42. On va enchaîner ensuite avec le câble que notre ami Nico a tradé. Avant ça, je vais faire un point sur ce qu'il dit sur le chat écrit. Voldemort qui disait l'or, j'ai un point d'entrée en H4 le 7-6-2013 à la clôture de la bougie de 17h en sel. D'accord. Donc c'était quoi ton point d'entrée? C'était quoi ton signal Voldemort sur l'or à la vente? Salut qui disait tu trades l'or Voldemort. Voldemort qui disait non, mais mon plan de trading me donne l'entrée à ce point. Ok. Et puis je serai or même avec une paire en plus. Prendre une seule position, c'est trop peu Fab, vu ton horizon de temps, disait Match. C'est trop peu, tu veux dire dans quel sens tu dis ça, Match? Est-ce que tu peux expliquer ce que tu veux dire c'est trop peu par rapport à l'émission, ou est-ce que tu veux dire c'est trop peu par rapport à la performance? Parce que moi en fait dans le but de cette émission, c'est vrai que peut-être ça n'intéressera pas autant de monde que quand je serai là à court terme, etc. Mais de toute façon ça reprendra au fur et à mesure. Mais mon but c'est vraiment de surperformer le CAC. Et à ce titre-là, j'essaye de faire du directionnel et c'est vrai que c'est plutôt des positions qui durent plusieurs jours, de m'adapter au contexte du marché, essayer de mettre les probabilités dans mon sens. Donc voilà, je pense que c'est un projet de long terme, c'est quelque chose qui va être intéressant. Je pense que ça va permettre de prendre du recul et de pouvoir avoir un point de comparaison fixe et clairement compréhensible par beaucoup de monde. Après, peut-être qu'au niveau de l'intérêt, ça n'intéressera pas beaucoup de monde. On verra ça au fur et à mesure. Vous me direz ce que vous en pensez. Là, c'est un peu tôt peut-être pour commencer à juger. Mais de toute façon, cette émission, à terme, quand à la rentrée je prendrai le réel, ne sera qu'un complément de mon trading à court terme. Donc, ok, ce sera intéressant et ce ne sera pas inutile comme travail, je pense. Alors après, est-ce que ce sera intéressant ou pas, ça ce sera aux gens de s'exprimer au fur et à mesure. Voilà. Alors après, si tu peux développer, n'hésite pas. Je ne traite que le gold, il disait salut. Pourquoi que l'or? Salut, qu'est-ce qui te convient particulièrement dans l'or et qu'est-ce qui est mieux que les autres produits pour toi? Donc, mais si tu veux les points, c'est sans souci. Bon, je fais de l'intraday, merci quand même. Voldemort disait c'est intéressant, je ne connaissais pas ce secteur. Ah oui, quand même. Et péchu, moi je pourrais pas. En intraday, c'est pas évident. Le plus dur étant, comme d'habitude, les sorties. Toujours avec. Dernière, ça on a vu. Ok. Alors, on va enchaîner avec le câble qui avait bien profité à Nico ce jour. Ah ok, alors Match qui répondait, qui disait je veux dire que tu loupes forcément des opportunités, surtout quand tu as une position perdante comme là. En gros, tu attends de perdre avant de prendre autre chose. Oui, tout à fait, Match. Alors après, de perdre ou de gagner, le contexte peut se retourner. C'est clair, par contre, tu as raison, je passe à côté de l'opportunité. Je pense que c'est ça aussi le trading, je sais pas ce que tu en penses, toi. Moi, justement, pour le moment, ça m'a fait perdre plus d'argent de vouloir surtrader et de vouloir choper toutes les opportunités que d'attendre et d'en laisser passer. Donc c'est aussi... Voilà, c'est toujours un compromis. Mais effectivement, bien sûr, je passe à côté d'opportunités, ça c'est clair. Ou alors il faudrait que je ferme le CAC et je prenne position sur autre chose. Après, ce qu'il y a, c'est que ça cumule également les commissions, même si ce ne sont pas les plus importantes. C'est quand même un problème auquel on est lié. Voilà. Alors ici sur le câble, dynamique de fond baissière, rotation de 61,8%. Dynamique un peu bizarre, avec des points bas, des points hauts, beaucoup d'écart à l'intérieur d'un canal de correction. 61,8, puis on revient assez agressivement à la baisse. Le câble, pareil, pour ceux qui suivent l'émission ces derniers jours, les points d'entrée et les paires sur lesquelles j'avais vraiment tilté n'étaient pas stupides, puisque j'étais clairement vendeur au niveau de la cassure du support oblique haussier, donc de l'espèce de drapeau, c'est pas vraiment un drapeau, mais du canal de correction qu'on avait marqué. Et avec une très forte impulsion, donc une très forte force justement de la part des vendeurs. Eh bien, j'avais pensé qu'un point d'entrée à la vente était intéressant pour jouer le ralliement et le retest des précédents plus bas. C'est ce qu'on a eu, pour le moment sans les casser. Donc là, je pense que je serais sorti sur ce trade, je serais peut-être même sorti hier. Alors là, dans l'absolu, sur le câble, je serais plutôt sur un biais baissier, mais je ne prendrai pas position actuellement. Effectivement, on a un point bas qui avait été marqué le 12 mars dernier, qui était à 1,4828.
Si on casse cette zone, ça voudrait dire qu'on a cassé un support, donc on peut jouer sur une poursuite du mouvement de baisse. Hier, on était allé chercher les supports externes, donc on pourra en reparler. Mais tant qu'on est au-dessus, c'est pas le moment. Si on passe en dessous, eh ben, la même logique que tout à l'heure, hein, pour moi, vraiment, dans le cadre de ma psychologie, ce que j'aime faire, c'est sortir en plusieurs fois si ça se passe mal, et prendre le bénéfice d'un seul coup si ça se passe bien. Ce qui permet d'être dans le sens d'une impulsion, de perdre moins quand on prend des pertes que quand on prend des gains. Et si on doit sortir entièrement en perte, il faut attendre une grosse phase de correction qui est assez peu probable, puisque en général, quand on a tout le monde qui se rue sur un produit, c'est ce qui se passe ici, avec ces gros mouvements de baisse, c'est rare que tout de suite on ait le mouvement exactement inverse, c'est-à-dire tout le monde qui se rue à l'achat sur ce produit. En général, si les acheteurs reviennent, ça se fait de manière plus laborieuse, on peut avoir des phases de correction qui se poursuivent un peu, et ça permet de sortir à bon compte, soit avec des petits gains, soit avec des petites pertes. C'est toujours possible qu'on ait des corrections en V, mais ça c'est peu probable. Et le trading étant une question de probabilité, eh bien, je pense qu'ici c'est un scénario et une manière de jouer intéressante. Donc voilà, pour finir, le câble, fondamentalement j'ai pas vraiment d'avis, de toute façon le Forex c'est assez compliqué, mais notamment en ce moment j'avoue que j'ai eu un peu mal, vous voyez. Bon, là je vois que le dollar se renforce sacrément ces derniers temps, donc peut-être par rapport aux rumeurs de fin de QE, ou en tout cas de ralentissement de ce dernier, mais techniquement, purement techniquement, biais baissier parce que l'impulsion baissière est très forte sur le câble. On a cassé des zones de support précédemment et pour le moment on n'a aucun retour des acheteurs et les vendeurs dominent clairement. Cependant, j'attendrai la cassure d'un support plus précis et d'un signal technique plus fort, puisque là on est en contact avec une zone de support, donc ça peut être une occasion de corriger. Tant qu'on est au-dessus, je ne prends pas. Si on casse, je serai sur un biais et même en position vendeuse, en tout cas d'avis et de position potentielle vendeuse. Là, ça n'est pas le cas. Ok, dollar face au yen. Alors, on en a pas mal parlé ces derniers temps. Moi, j'en ai pas mal parlé. En tout cas, je regarde à nombreuses reprises ce dollar yen. Ici, on voit qu'on a une dynamique clairement baissière qui s'était mis en place et qu'on a cassé le support Obico-C qui marquait le mouvement de correction, le mouvement de hausse, pardon, impulsé et initié par la Banque centrale du Japon. Phase de correction importante. On longe désormais l'ancien support Obico-C qui conduisait le mouvement de hausse, pardon, qu'on observait depuis plusieurs mois maintenant, qui a fait gagner pas mal d'argent à beaucoup de monde, donc depuis le mois de septembre 2012. Donc on a une configuration de pullback pour moi qui est assez intéressante. Alors il ne faut pas non plus le surjouer et prendre n'importe quoi. Pour le moment, les vendeurs qui ne reviennent pas. Donc tant que ce sont les acheteurs qui ont vraiment le marché, je ne prends pas position, je ne sais pas trop anticiper. Même si là je serais vendeur plutôt qu'acheteur malgré l'impulsion haussière en cours, je me calme, je ne prends pas position tout de suite et j'attends un retour des vendeurs francs. Une bonne impulsion, ou plusieurs bougies de baisse, etc. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Donc là, on a un contexte qui est intéressant. Je me concentre et j'attends des signaux clairs. Je jouerai plutôt sur un biais baissier. L'avantage, c'est qu'on peut sortir de manière assez serrée et cohérente techniquement avec les précédents plus hauts qui avaient été marqués le 22 mai dernier. Et avoir un objectif assez large, puisque pour moi, on pourrait jouer assez facilement le ralliement des précédents plus bas qu'on avait marqués en juin. Effectivement, ce qui devait être pricé, je pense, a été pricé au niveau de la politique monétaire japonaise. Si on doit pricer de nouvelles choses, à ce moment-là, on sortirait en perte sur cassure des précédents plus hauts et à ce moment-là, on pourrait jouer un biais acheteur avec des mouvements potentiels très forts. En revanche, il y a quand même des possibilités de correction, puisqu'après des forts excès à l'achat et des fortes variations qu'on a eues, l'excès amenant à l'excès, on peut avoir des corrections assez fortes, assez franches. Donc voilà, pour moi, ce qu'on pourrait jouer sur le dollar yen. Je ne sais pas quel est votre point de vue là-dessus. Ça, on avait vu. Donc, il me convient. Match qui disait oui, le surf trading n'est pas bon. Tu pourrais te limiter à 3 positions, disons une par marché, une sur le forex, une sur les métaux, une sur les indices, disait Madge. Voldemort qui disait quelle unité de temps salut que je regarde avec mon setup. Sacha qui disait le pyramidage, tu comptes comme position Madge, disait Sacha. En 5 minutes, j'ai... en fait, je pense que Sacha, il parlait plutôt par rapport à moi, donc je pense qu'il parlait vraiment purement directionnel. Parce que dans le cas de cette émission, c'est ça, il n'y a pas de pyramidage pour le moment en tout cas. Je pourrais me mettre à terme, mais c'est pas le cas pour le moment. Alors, Voldemort qui disait, en 5 minutes, j'ai sell à 13h50 sur l'or, sorti à bin... Je comprends pas ce que tu mets, Voldemort. Ben non, pas de sortie encore. D'accord, ah, d'accord. Ben non, pas de sortie encore. Mais bon, j'ai pas tout compris, bref. Match qui disait... Non, c'est inclus dans l'idée de la première position, disait Match, oui, donc au pyramidage, c'est l'exposition dans un même sens, donc je ne compterai pas moi comme plusieurs positions. Ok, déjà 18h51, on va aller voir un peu ce qui se dit. Alors il y avait l'AUD GPY, on va aller regarder, il y avait quelqu'un qui avait annoncé une position
tout à l'heure dans l'émission, l'AUD-GPY, on a déjà regardé. On va regarder ici en graphique journalier, AUD-GPY qui avait marqué un gros mouvement de baisse à l'image de l'AUD-USD qui avait pas mal souffert par rapport à la Chine notamment. Hein, l'Australie étant un des grands fournisseurs de matières premières de la Chine, son économie et sa devise est assez liée à l'économie chinoise et on avait eu des ralentissements, des mauvaises perspectives ces derniers temps. Du coup on avait eu une baisse significative et là on a des acheteurs qui reviennent pas mal. Alors qu'est-ce qu'on peut en déduire? Alors AUD-GPY, donc le dollar australien face au yen japonais, ici en graphique journalier, on va même commencer en débroussaillant à très long terme avec le graphique hebdomadaire. On est sur une dynamique de fond qui est clairement haussière. Alors historiquement, on voit qu'en 2008, lors du début de la crise des subprimes, on a une très grosse baisse. Donc on voit dans l'absolu que quand c'est la panique globale et très forte, on a quand même les investisseurs qui se réfugient vers le dollar et le dollar australien en pâtit. Mais très vite, on a eu un retour de la confiance, on est même revenu à des niveaux de précédents plus hauts de 2007 sur le dollar australien face au yen. Alors pardon, je compare ce qui n'est pas comparable, je parlais du dollar alors que là on est affaire au yen. Donc on voit de la même manière que le yen joue un rôle de valeur refuge assez fort et quand on a un gros mouvement de panique, on dévalue fortement le dollar australien et on privilégie le yen. Donc le yen est plus fort qu'en valeur refuge. Ensuite on est revenu assez facilement sur le dollar australien qui propose quand même des taux d'intérêt assez élevés. Et donc on voit que depuis les plus bas de octobre 2008, on a des acheteurs qui sont revenus assez fortement, on est revenu au plus haut de 2007. Donc globalement et à très long terme, donc sur plusieurs années, on est sur une dynamique de fond haussière qu'on va concrétiser et matérialiser par un support oblique haussier ici. Voilà. Donc on voit qu'on a des plus bas de plus en plus haut. Dans un même temps, on a également des plus hauts de plus en plus hauts. Donc voilà le haut du canal que l'on peut tracer ici en marron. On a marqué un plus haut significatif. Donc ce qu'on peut faire, c'est prendre les points bas et points hauts pour tracer des fibos long terme. Donc voilà, si on prend les plus bas qu'on a marqués en 2008 et les plus hauts qu'on a marqués récemment, on voit qu'on retrace actuellement plus 23,6. On constate également qu'on est en contact avec une ancienne zone de résistance, ici, qui avait joué clairement son rôle, qui pourrait jouer désormais un rôle de support. En tout cas, c'est un seuil important qu'on pourrait dessiner avec une médiane, un point médian qui serait vers 86,63. Donc on a un contexte plutôt haussier et la baisse de ces derniers jours, dernières semaines, est plutôt une phase de correction à l'intérieur d'une dynamique haussière que pour le moment un retournement et un changement de tendance. Voilà. Alors si on baisse dans les unités de temps, on passe en graphique journalier. On voit apparaître cela et on peut se concentrer sur les derniers mouvements forts. Donc on voit que pendant longtemps sur le dollar australien face au yen, on est resté dans un range. Donc un range, alors la partie haute, on en a parlé tout à l'heure, c'était 88,58, on peut dire 88,50 si on veut faire un chiffre rond, et la partie basse, ce serait plutôt 72,10, voilà, 72. On est sorti de ce range début 2013, donc depuis janvier, avec une belle hausse, et on est revenu au contact de cette ancienne zone de résistance très récemment. Donc on a eu un peu le même mouvement qu'on a eu sur les marchés actions, un fort excès en début d'année qui a été assez rapidement corrigé ces derniers temps. Actuellement dans un contexte un peu d'attente, puisqu'on n'a pas inversé la tendance de fond haussière et les impulsions initiales clairement haussières, mais on a eu un retour très fort des vendeurs qui nous laisse croire quand même un trou d'air et une certaine difficulté des acheteurs à poursuivre l'élan haussier initié depuis un an maintenant, donc depuis l'été 2012 en fait. Cependant, on n'a pas de mouvement assez prononcé pour casser les zones de support majeures. Alors sur le cas qu'on a parlé des 3006, ici sur l'AUD-GPY, on pourrait parler des 88,50 ou en tout cas 89, pourquoi pas, qui était une ancienne zone de résistance majeure et qui pour le moment joue le rôle de support et tient bon. Donc on est un peu dans une zone médiane, dans un contexte médian, techniquement en tout cas, sur ce dollar australien face au yen japonais. On a à la fois une volonté des vendeurs de revenir, mais des acheteurs qui ne lâchent pas des zones de support majeures. Donc pour savoir ce qu'on pourrait faire, à mon avis, il faut attendre soit la cassure de ces seuils majeurs pour avoir clairement une direction, soit anticiper, se faire un avis sur autre chose qu'uniquement du technique, mais aussi sur du fondamental, essayer d'anticiper ce qui pourrait se passer, ce qui pourrait se produire à moyen terme, voilà, quel serait le scénario plus intelligent à jouer, etc. Il faut rappeler l'importance dans le cadre du swing du carry trade, et donc des taux d'intérêt des différentes paires. Alors le dollar australien, je sais qu'il essaie quand même d'attirer des capitaux, et donc on doit avoir un taux assez fort, alors que le yen japonais a plutôt cherché à se dévaluer, donc on doit avoir des taux d'intérêt vraiment bas. Donc je pense que on a un écart assez important, et donc être acheteur de dollars
australien face au yen japonais amène un swap positif donc chaque nuit, ou selon les conditions de fourniture du swap qui sont positifs ou négatifs déclarés par votre broker, qu'il faut surveiller, qu'il faut prendre en compte dans le cas de votre position. Donc il faut mettre acheteur que vendeur dans le cas de l'étude du swap sur l'AUD GPY. Si vous avez le chiffre précis, n'hésitez pas à me le donner. Donc techniquement, belle baisse, donc depuis, ici toujours en graphique journalier, le mois d'avril 2013, on avait des plus hauts qui étaient à 105.38, là des plus hauts qui ont été marqués à 88.85, donc c'est quand même pas rien. On est dans un contexte de dévaluation du yen japonais, en tout cas de tentative assez forte de dévaluation de ce dernier. Mais on voit que ça a eu moins d'effet face au dollar australien que face à l'euro ou face au dollar américain, puisque dans un même temps on a un dollar australien qui a beaucoup souffert. Donc la politique monétaire japonaise a quand même amené ce mouvement de hausse de la devise australienne face au yen, mais de manière beaucoup moins forte. Alors si on doit avoir un mouvement de correction plus établi sur le dollar face au yen ou sur l'euro yen, ce qui est plutôt mon avis, vous l'avez vu sur le dollar yen, à ce moment-là ça amènerait une baisse d'autant plus forte sur l'AUD GPY. Et ça peut être intéressant de jouer justement ce scénario sur l'AUD GPY, parce qu'on a un dollar australien qui faiblit quand même en ce moment, à la fois baisse des taux, mais également plutôt des inquiétudes par rapport à la Chine, un ralentissement éventuel, etc. Donc ça peut être intéressant de jouer à la baisse dans ce cadre-là, le dollar australien face au yen japonais. Point négatif, le swap qui joue contre nous, il faudra voir exactement de combien. Techniquement, dynamique baissière intéressante donc depuis ces plus hauts qui ont été marqués en avril. Point bas qui a été atteint le 12 juin dernier à 88.89. Retour des acheteurs significatif. Donc on va voir ce que ça donne. Alors je vais simplifier mon graphe, parce que là on avait fait le décortiquage sur du très long terme. Maintenant qu'on est à plus court terme, on va tracer de nouvelles choses. Donc voilà, ici à plus court terme, en journalier, donc en zoomant davantage, on prend l'ensemble de ce mouvement de baisse qui marque des plus bas significatifs avec des acheteurs qui sont bien revenus maintenant. On retrace actuellement 23,6% du mouvement de baisse, donc on voit que l'impulsion vendeuse et que les vendeurs ont toujours clairement en main ce marché, que la dynamique baissière n'est absolument pas remise en question. Retracer 23,6% c'est tout à fait normal, il n'y a rien qui remet pour le moment en question. Si on commence à casser les 38,2, là on pourrait dire voilà, les acheteurs commencent à revenir de manière assez vive, le mouvement pourrait se poursuivre, mais ce n'est pas le cas pour le moment. Ici on a donc des plus hauts de plus en plus bas, voilà c'est tracé. On est encore assez loin de cette zone de résistance oblique baissière qui se dirigerait actuellement plutôt vers les 38,2, qui est assez pentue. Donc on voit la force vendeuse. On pourrait également relier les différents points bas pour avoir un canal. On a des bornes relativement parallèles, donc un canal qui semble assez sain. Donc pour le moment on pourrait très bien continuer le mouvement de hausse vraiment jusqu'à cette zone de résistance oblique baissière, que ça ne remettrait pas du tout en question l'élan et la tendance baissière. Donc voilà le contexte dans lequel on évolue sur le dollar australien face au yen japonais pour moi. Donc là qu'est-ce que je ferais? Mon biais de toute façon serait plutôt vendeur en suivant l'impulsion en cours. J'attendrai. Pour moi c'est trop tôt pour prendre position sur rebond, parce qu'on a encore marqué nouveau plus aujourd'hui et qu'on a une belle impulsion haussière, donc ce serait prendre position contre l'impulsion, donc c'est pas le mieux à faire. 23,6% c'est pas non plus un seuil majeur, c'est pas un seuil sur lequel on a énormément de rebond. On en a hein, mais on n'a pas non plus un truc de fou. Pour moi 38,2 est plus important et amène plus de rebond. Mais surtout voilà, je ne mets pas contre une force et une dynamique en cours. Je préfère rentrer en accompagnant une dynamique ou lorsqu'une dynamique se calme et s'essouffle dans le cas d'une position contrariante, donc contre la dynamique de fond. Donc voilà, pour le moment pas de prise de position, surveillance et biais plutôt vendeur. Soit le mouvement de hausse se poursuit et à ce moment-là si je vois qu'on commence à ralentir et à s'affaiblir et qu'on a des vendeurs qui essayent de revenir au niveau des 38,2, au niveau de la résistance oblique baissière, eh bien je prendrai position. Si je vois que les acheteurs reviennent trop fort, ne ralentissent pas et qu'on casse le support oblique baissier, eh bien à ce moment-là je ne joue plus la baisse, je ne jouerai pas la hausse non plus je pense, donc je serai vraiment neutre. Soit tout de suite on a un gros mouvement de baisse, par exemple demain on a une grosse englobante et on descend très nettement. Je peux prendre position à la vente, je considère qu'on a quand même une impulsion très forte et que la moindre tentative de rebond est un prétexte pour les vendeurs pour revenir fortement sur le marché et ils agressent. Soit on revient petit à petit, j'ai pas l'occasion de rentrer, donc à ce moment-là j'attends la cassure des précédents plus bas pour prendre position à la vente. Voilà, donc je pense que ma description et mon scénario est assez clair ici sur l'AUD GPY. Voilà, on va pas aller voir d'autres choses ce jour au niveau de l'étude technique et l'étude des graphiques. Je pense qu'on a déjà vu pas mal de produits, pas mal de paires.
Donc pour ma part, je suis vendeur du CAC. Actuellement, je pars 93,45 €, sur une équité à 10 390 €, donc un bénéfice de 3,9% depuis l'ouverture de ce compte le 24 juin dernier. Donc on continue à travailler sérieusement au jour le jour. Vous pouvez suivre nos études chaque soir de 18 h à 19 h. Alors en général, en fin d'émission, ce qu'on regarde, ce sont des articles qui sont publiés à droite à gauche sur des blogs qu'on a l'habitude de consulter, des blogs que je juge de qualité. Donc on va également terminer là-dessus. Avant ça, je vais faire le point sur ce qu'ils disent sur le chat écrit. Ok. Alors, ça on avait vu. Pardon, je suis brouillon. Lol, match regarde l'or en 5 minutes, c'est pas mal. C'est sale quand même, le deuxième signal, disait Madge. C'est-à-dire, c'est quoi que tu as repéré comme signal précis, Voldemort? Mais quel idiot, je suis sur l'Eurodoll MDR. Tu as raison, c'est pourri même, j'y mets pas un copec. Ah d'accord, Voldemort c'est tombé. SP qui disait, Fab, tu as déjà essayé de trader les actions. On t'a vu sur indice Forex, mais pas des actions. Non, SP, pas trop, parce que les commissions sur actions sont un peu plus importantes. Ça pourrait être intéressant, mais pour l'instant, ça me suffit. Les indices via CFD, etc. Après, peut-être qu'un jour, j'aurai un intérêt. D'après toi, quel est l'intérêt particulier d'aller spécifiquement sur les actions? Est-ce que ça laisse plus de choix? Voilà, n'hésite pas à me dire pourquoi est-ce que tu penses que je pourrais t'intéresser par le marché action. En attendant, on va aller sur enlil.com, voir s'il y a un article intéressant qui a été publié ce jour. Donc sur Enlil, les marchés montent, suivons bêtement. Donc on va lire cet article, court article. Hein. Pour des raisons personnelles et professionnelles que je n'évoque pas ici, je n'ai plus de temps à consacrer à ce blog, jusqu'au 15 juillet environ. Cela a peu d'importance d'ailleurs, le marché est clair. On monte, donc j'achète sur chaque repli et j'essaie de conserver mes swings le plus longtemps possible. La saison des résultats trimestriels commence aux États-Unis et cela risque de donner du carburant pendant tout cet été. Donc je suis bull juillet et août et on verra à la rentrée. Parfois le trading c'est simple, suivre la tendance, suivre le Dow Jones. Bon, on continue alors, mais avec des stops garantis. Voilà, donc pour lui c'est très simple, hein, Enlil, qui est un trader de qualité. D'ailleurs, Enlil, je vais me rendre à Tours samedi, il faut que j'envoie le questionnaire d'ailleurs, pour réaliser une interview directement dans les bureaux avec Benoît Rousseau, donc gérant et créateur du blog d'Enlil. Interview qui sera disponible ensuite la semaine prochaine sur videobourse.fr. Ce sera un entretien assez long, un peu comme celui que j'ai fait du trader Benoît Fernandez-Rio, qui est également consultant pour des grandes banques, spécifiquement sur le Forex. Hein, sa spécialité est vraiment le Forex. Un entretien que vous pouvez trouver sur notre chaîne YouTube, elle est en premier plan, ou dans la partie vidéo et événements, salons, etc., qui est la partie dans laquelle je regroupe tous les vidéos spéciales, concrètes et réelles que je réalise, donc que ce soit des interviews, des salons, des événements. N'hésitez pas, ça se passe dans la partie vidéo, dans le menu du haut. Le reste on avait vu, donc on va lire un autre article du côté du blog margincall.fr. 20 ans de baisse des taux partie 2, Desert Storm. Donc on lit cette publication. Je vais vous laisser le lien. Je vais mettre le lien vers Enlil également. Ok, donc mon premier Black Swan, un jour d'adjudication. Stupeur, alors c'est assez intéressant, hein, c'est un article qui a fait en plusieurs parties, c'est en fait, il raconte un peu son histoire en faisant un fil rouge qui est en fait justement la baisse des taux, donc comment les taux, notamment aux États-Unis, ont baissé en 20 ans, et pour lui ça a une importance particulière, on va le découvrir au fur et à mesure de ces articles justement, et c'est surtout qui raconte sa vie de trader en salle de marché, donc trader professionnel, l'environnement, ce qu'il a connu, etc. Donc cet écrivain pour le blog, ce blogueur pour le blog donc margincall.fr. Stupeur en écoutant la radio ce 2 août 1990 au matin, Saddam Hussein avait envahi le Koweït dans la nuit, prétextant que le petit émirat lui volait du pétrole en pompant dans des gisements à cheval sur la frontière. Et ça tombait plutôt mal, puisque nous étions le premier jeudi du mois, synonyme d'adjudication d'OAT. Par l'État français, en tant que spécialiste en valeur du trésor, SVT, nous avions le privilège de pouvoir concourir aux enchères que l'État organisait chaque mois pour vendre 10 à 12 milliards de francs d'obligations
à 10, 15 et 30 ans. Les SVT de 15 à 20 à l'époque sont les grossistes de l'État. Chaque jour d'adjudication, ils collectent les ordres d'achat des investisseurs finaux et placent leurs propres ordres pour le compte de la banque. Charge à eux de revendre ensuite au détail le papier ainsi acquis. Il n'arrivait en effet jamais que les seuls ordres des clients satisfassent l'offre d'obligation de l'État. Les SVT faisant donc la soudure. Le processus était ensuite relativement simple. Chaque SVT peut avant 11h du matin, transmettait par téléphone ses soumissions, prix et quantité, et le Trésor servait les meilleures demandes à concurrence du volume qu'il souhaitait vendre. Voici un exemple théorique des soumissions de l'ensemble des SVT pour l'OAT 9,5% en 2001, sur laquelle l'État voulait vendre 5 milliards de francs. Donc voilà, un exemple d'OAT qui était montré. OAT 9,5% janvier 2001, volume offert 5 milliards de francs, soumission, donc il y a des prix à 100,2, montant 1,2 milliard, ok. Donc voilà. Je laisse le lien vers l'image pour ceux qui s'intéressent spécifiquement. Vous voyez dans ce petit exemple que la demande totale est de 12,3 milliards. L'État va alors servir toutes les soumissions aux brokers, aux meilleures enchères de 100,16 à 100,20, 4 milliards, et ne va satisfaire les demandes au prix de 100,14 qu'à hauteur de 40%, soit un montant de 2,5 fois 40% égale 1 milliard au total. L'État a bien vendu 5 milliards de francs comme il le souhaitait. Cette procédure d'adjudication à la hollandaise est toujours en vigueur aujourd'hui. Vous remarquerez d'ailleurs que ceux qui ont mis des bids à 100 ne l'ont fait que pour voir au cas où la demande n'était vraiment pas au rendez-vous. On pouvait alors acheter du papier décoté par rapport au prix du marché. Comment couvrir une position dont on ne connaît pas la taille? Quel était donc le problème en ce 2 août 1990? Nous ne pouvions pas participer, ce qui aurait été la solution de facilité. Le problème était que les techniques de transmission de l'information n'étaient pas les mêmes qu'actuellement. Il se passait entre le moment où l'on soumettait nos demandes et le résultat environ 20 minutes, de 10h55 à 10h15. C'est déjà très long quand les marchés sont calmes, mais dans ce contexte, cela paraît une éternité. Parce que, comme je vous l'ai montré, vous ne savez pas exactement combien vous allez finalement acheter au Trésor. Si vous touchez trop peu et que vous avez couvert votre position maximale par des futurs, vous risquez de vous retrouver short avec un marché qui rebondit. A contrario, si vous avez couvert partiellement, mais que vous touchez l'intégralité de ce que vous avez demandé, vous vous retrouvez beaucoup plus long que prévu. Je vous l'assure, c'était un cauchemar. Parce que, évidemment, la première réaction du marché a été de vendre, les taux d'intérêt ont monté, en réaction notamment à une forte hausse des prix du pétrole et évidemment au risque géopolitique. L'Irak était présenté comme la 5e armée du monde, équipée notamment de missiles Scud capables de couler des porte-avions ou de rayer Israël de la carte. Il s'avérait plus tard que c'était plutôt une armée en carton, exténuée par 10 ans de guerre contre l'Iran. Les taux sont ainsi dans un premier temps passés sur le 10 ans de 10,2% à 10,60%, avec une très forte volatilité les tout premiers jours. Au final, cette adjudication ne s'était pas mal passée, sans trop de dégâts, mais beaucoup de stress. Et la cerise sur le gâteau, je m'en souviens parfaitement, c'est quand, vers 11h10, l'économiste de marché a cru bon de se fendre d'une analyse de la situation en expliquant dans le micro qu'il ne fallait pas paniquer, que c'était un phénomène ponctuel, que l'ONU ferait plier Saddam Hussein in fine, etc. Et nous n'avions qu'une envie, celle de lui crier « Mais tais-toi !» enfin en langage plus direct et plus fleuri. L'un des côtés très positifs de cette crise fut que l'agitation du marché étant forte et les effectifs faibles, mon patron me donna l'autorisation de coter aux clients et aux market makers pour les obligations courtes jusqu'à 20 millions de francs et de gérer moi-même les positions. Deux consignes: se couvrir systématiquement du risque de taux et demander de l'aide au moindre doute ou difficulté. Nirvana, je n'étais plus vraiment un geek.
Et rapidement, les anticipations du marché pour un ralentissement de la croissance et donc des baisses des taux à venir, notamment aux USA, ont repris le dessus puisque le 10 ans français, pendant la deuxième moitié de l'année 90, s'est détendu, avec toujours beaucoup de nervosité liée à l'Irak, mais aussi une Bundesbank qui restait inflexible face aux risques inflationnistes liés à la réunification. Donc là, il nous avait partagé un graphique. Dans ces moments d'activité intense, j'ai appris qu'il y avait une phrase à ne pas prononcer. Tiens, je vais manger chez McDo en face ce midi. À peine vous aviez fini le Mac que vous vous retrouviez avec 12 commandes de traders trop heureux qu'on aille leur chercher à manger, agrémenté d'un « t'es gentil, ça me rend service ». Le client dans la file d'attente derrière vous était d'ailleurs souvent moyennement content d'entendre la commande. Nous avions donc notre drôle de guerre entre déclarations belliqueuses, ultimatum, rendez-vous de l'avant-dernière chance, redéclaration, rendez-vous de la dernière chance. L'issue était fatale. Les deux tiers du jour avant les 2-3 jours avant l'expiration de l'ultimatum à Saddam Hussein, le 15 janvier 1991, nouveau regain de tension sur les marchés, mais sans atteindre le niveau de taux de fin août. On ne le voit d'ailleurs même pas sur le graphique qui prend les taux à la fin de chaque mois, et je vous avoue que si je n'avais pas vérifié, j'aurais dit que les taux fin décembre étaient au même niveau que fin août. C'est pour demain. Le 15 janvier, au soir, le notionnel valait, si je me souviens bien, 99,9, soit 10% de taux exactement, et François Mitterrand, invité du site 20h, fit une allocution sans ambiguïté, avec notamment cette phrase « Les armes vont parler ». C'était pour cette nuit. Les quelques traders encore dans la salle étaient certains, les courtiers en étaient certains. J'ai pris donc la décision de me mettre short de 10 lots matifs, équivalent à 5 millions de francs, et rentrer chez moi pour une courte nuit de sommeil, des dollars plein les yeux. Réveil à 1h le lendemain, rien à la télé, sur TF1 parce que les chaînes d'infos en continu n'existaient pas et CNN n'était pas connu encore en France. Pas de guerre, réveil à 2h, la guerre venait de débuter. La coalition de plus de 30 pays avait commencé à bombarder l'Irak. Donc là on avait une image, Bagdad bombardée en 1991. Bingo, douche, café, habillage et petit coup de fil du fixe, il n'y avait pas de portable au desk avant de partir. Oui, c'est toi Tintin, notre opérateur matif, oui, c'est Lolo, ça vaut quoi le matif? 101.2, combien? Celle de rumeur by the news et inversement. Non, il ne m'avait pas donné un faux prix. Ma première expérience en live du celle de rumeur by the news, l'événement avait été parfaitement anticipé au bout de 2 heures. L'issue de la guerre ne faisait aucun doute et les USA avaient mis sur le marché une partie de leurs réserves stratégiques, conduisant à un effondrement des prix du pétrole. Le marché pouvait alors se concentrer sur ce qui était important. La baisse des taux courts à venir alors que l'économie, sauf Allemagne, ralentissait partout et que la baisse de l'inflation laissait les taux réels à des niveaux très élevés. Donc ce 16 janvier 1991, à 2h30 du matin, j'avais perdu 65 000 francs. Gloops, à 5h, j'avais pris un sérieux savon et je me suis fait tout petit pendant quelques temps. C'est à ce moment que nous avons commencé à voir de vrais flux acheteurs des investisseurs non résidents anglo-saxons. Les Japonais et pays pétroliers étaient déjà présents et les grandes maisons new-yorkaises, Salomon, Goldman, Morgan Stanley, Merrill Lynch, s'intéressaient de près au marché français, convaincus que la politique de stabilité du franc était crédible et surtout attirés par le surcroît de rendement qu'offraient les OAT par rapport au Bund allemand. Nous avons ainsi vu une forte réduction de 80 à 10 points de base du spread entre les deux et une spectaculaire baisse des taux à 10 ans en 4 mois de 10% début janvier à 8,8% fin avril. Donc là, les graphiques encore qui accompagnent cela. Bientôt fini l'article. Et au cours de cette période, nous avons fait le plus gros ticket jamais réalisé à notre connaissance jusqu'ici sur ce marché des OAT. Je me souviens encore du montant 1,86 milliard de francs d'OAT 30 ans achetés par le client, l'équivalent de 6000 matifs
lot matif, alors qu'ils s'en traitaient 80 à 100 000 par jour, dont 30 à 40% par les NIP, les traders pour compte propre, dont vous pouvez voir l'histoire dans la très bonne série Scalp. Mélange d'excitation et de peur dans un marché qui restait nerveux. Nous voulions faire le trade, donc avons fait un prix assez agressif vu la taille. Le client avait bien spécifié qu'il n'y aurait pas de négociation. Il disait oui ou non à notre offre. Et un chouïa de malchance a fait que ce trade a au final été perdant. Mais nous étions heureux de voir notre capacité à répondre à des demandes compliquées. Et nous avions ri quand, alors que le client venait de confirmer l'opération, un autre vendeur est venu en me demandant « J'ai un client qui demande si tu peux le dépanner, il voudrait vendre 10 000 francs de 30 ans. Ne manquait plus que 1859 francs pour couvrir le short. » La récession approchait. Après plus de 4% de croissance en 1988 et 1989 en France, celle-ci retomba à 2,6% en 90 et les prévisions étaient autour de 1%, de 1 à 1,5% pour 91. En Allemagne, c'était l'inverse, un peu moins de 4% en 1988 et 1989, plus de 5% 90 et 91. Alors qu'en ce mois de mai 91, je m'envolais pour Hong Kong, une chose était certaine, les taux allaient continuer à baisser en France et in fine en Allemagne à cause des taux punitifs de la Bouba. C'est bien ce qui s'est passé, mais nous verrons que cela n'a pas été un long fleuve tranquille. Voilà, donc la suite au prochain épisode. Je ne sais pas si ça intéresse tout le monde, mais bon, moi je trouve ça particulièrement intéressant de voir et d'avoir l'histoire d'un trader professionnel expliqué de cette manière. Je pense qu'il y a beaucoup à y apprendre. Je vous ai mis le lien sur le chat écrit si ça vous intéresse. Salut tout le monde, salut Mips qui nous a rejoint, ça va? Mips, j'ai cartonné ce matin, allez je file au sport. Ok Mips, on regarde ce que tu as fait ce matin. J'ai 19h19, on va se quitter ensuite. Okay, FXBook qui met bien en avant son système auto-trade. Ok, alors... Moins 52, ok. Et au niveau des positions ouvertes, y a pas mal de positions clairement perdantes, Mips, sur ton compte. Donc tu dis que tu as cartonné par rapport à quoi? Parce que je vois que c'est pas très bon ce que tu as d'ouvert. Bon, aujourd'hui tu as pris 5,36%. Au niveau des trades en cours, tu as plus de pertes. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus là sur ce qui s'est passé ce jour, Mips, par rapport à ton compte? Alors, il y a Market Bull qui laisse un lien. T4 système. Donc ça se passe bien pour toi, un Market Bull. Donc on voit pas tes positions en cours, mais ce jour tu as pris 18,08%. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur ce qui s'est passé ce jour Market Bull? Pareil, ta journée, ça tu me l'as mis tout à l'heure, qu'on avait vu. Très bien, ok, bon. Et bien sur ce, je vous laisse. Je suis toujours vendeur sur le CAC 40. On est très proche, en l'occurrence en termes de points, on est à 34 points de sortir de nouveau un tiers, donc on aura 2 tiers clôturés de la position si ça se passe. Si les vendeurs reviennent, eh bien j'ai un biais vendeur, je suis à 70 centimes d'euros du point, je pars actuellement 93,45 €. Je rappelle que vous pouvez suivre à tout moment les résultats de mes positions en cliquant au-dessus ou au-dessous du cadre de diffusion de l'émission. Actuellement 390 € de profit depuis l'ouverture et le démarrage de ce compte le 24 juin 2013. Bonne soirée à tous, bon trade, je vous retrouve demain à 18h, de 18h à 19h pour une nouvelle session de trading et une nouvelle émission sur performance. Ciao, à demain.